Est-ce que j'entends là que vous remettez en cause l'annulation de l'élection roumaine sous prétexte que le résultat n'aurait pas plu à qui ou ça ? C'est que si la seule réponse que nous avons face aux problèmes de déstabilisation qui vont se multiplier, c'est d'annuler des processus électoraux, je pense que nous n'allons pas régler véritablement Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser au plateau de LCI où il y a... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à une séquence de LCI où les intervenants sur le plateau s'inquiètent de la déstabilisation de la France par la Russie pour le territoire de Mayotte. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Ce qui se passe à Mayotte est tout à fait passionnant et assez inattendu, je dois dire, hein. On est dans l'océan Indien et les Russes attaquent là. Par les paroles, en tout cas, la diplomatie russe dénonce la militarisation de Mayotte, accuse Paris de contrôler illégalement Mayotte, pourtant département français, et il faut peut-être écouter, je ne sais pas si on a la déclaration de Madame Zakharova qui accuse très directement la France à ce sujet. On va l'entendre dans un instant, mais pourquoi, quelle est la stratégie? Pourquoi s'attaquer, Elisabeth Shepard-Selam, à Mayotte? Alors, ça paraît tout à coup, on s'attendait à, disons, une contre-attaque sur le terrain de l'Europe, classique, d'une manière ou d'une autre, ils attaquent par l'océan Indien. Par l'océan Indien, bon... Ok, apparemment, ils n'auront pas la séquence ici. Heureusement, la séquence, moi je l'avais trouvée, j'espère toujours la voir pour pouvoir vous la remettre. La séquence dont il parle est celui-ci. Les Outre-mer français sont une cible privilégiée pour Vladimir Poutine, pour déstabiliser la France et briser ses liens avec les pays africains. Nous percevons les informations sur la possible construction d'une nouvelle base militaire sur l'île de Mayotte comme un retour des instincts néocoloniaux de Paris. En même temps, nous sommes convaincus que la base militaire déjà existante sur l'île de Mayotte, dans le village de Dzaoudzi, n'est pas tant destinée à la protection contre d'hypothétiques menaces extérieures, comme Paris tente de convaincre, mais au contrôle du territoire d'outre-mer illégalement détenu, l'un des derniers fragments de l'ère coloniale. Côté français, Manuel Valls a très vite réagi. Le ministre des Outre-mer affirme « Nous défendrons toujours avec la même fermeté l'intégrité de Mayotte. Département français, c'est le choix souverain des Mahorais. » Cette passe d'armes entre... N'oubliez pas, qu'est-ce que vient de dire ce politicien donc, que je n'estime pas, Manuel Valls, qui a flatté Macron pendant toute sa présidence pour retrouver une place depuis qu'il est revenu en France après s'être fait chasser de la mairie de Barcelone. Il vient de dire c'est le choix des Mahorais. N'oubliez pas, d'accord? Parce que tout à l'heure je vais vous montrer Emmanuel Macron à Mayotte. La Russie et la France intervient au moment où Emmanuel Macron a réuni jeudi à Paris une coalition des États amis de l'Ukraine. Autre réaction française, celle de Marine Le Pen qui a remporté près de 60% des suffrages à Mayotte lors du deuxième tour de la présidentielle de 2022. La députée et ancienne leader du Rassemblement national a écrit sur le réseau social X: Mayotte est française, elle le restera. La Russie n'a pas de leçon à nous donner, n'a pas à remettre en cause notre souveraineté et n'a pas son mot à dire sur ce que nous faisons sur notre territoire. En gros, c'est que vous devez dire Marine Le Pen. La Russie n'a pas à s'ingérer dans les affaires françaises, mais la France a tout intérêt à s'ingérer dans les conflits de la Russie avec l'Ukraine. En gros, c'est ce qu'on doit comprendre. 2 poids, 2 mesures. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, avant que nous revenions à ce qui a été dit sur le plateau de LCI, il faut que je vous montre cette séquence d'Emmanuel Macron, d'anthologie. Ça, c'est à la suite du cyclone qui est passé à Mayotte. Emmanuel Macron, en difficulté comme toujours sur le plan national et local, est parti là-bas pour essayer de se retrouver une stature internationale, une stature de leader. Et ça avait mal tourné. Bien sûr, maintenant, eux tous, ils ont oublié, ils n'en parlent plus. Aujourd'hui, ils défendent Mayotte comme si c'était la France. Mais écoutez comment Emmanuel Macron s'adresse à des Français. Est-ce qu'il se serait permis de s'adresser comme ça à des Parisiens ou de parler comme ça quand il est sur le territoire hexagonal?
Alors, j'ai passé la journée avec vous, j'ai essayé de parler, et depuis tout à l'heure, je m'égosille, moi aussi, pour parler. Si quelqu'un m'a entendu dire « tout va bien », levez le doigt. Bon, alors pourquoi vous me faites dire ça? Donc, moi je vous dis, tout le monde se bat. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Voilà. Parce que vous êtes contents d'être en France. Quand il y avait l'incendie de la cathédrale, est-ce qu'il a dit aux Parisiens, vous êtes contents d'être Parisiens? Mais c'est pas fini. Il va lâcher encore une deuxième phrase. Je ne sais pas si toutes auront la même teneur, mais écoutez la deuxième phrase surtout. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Voilà. Voilà comment il parle à des Français. Si ça ne serait pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Pensez-vous que s'ils estimaient que ces territoires étaient la France et que c'était des Français qui vivaient sur ce territoire, ils s'adresseraient comme ça à des Français? S'est-il jamais adressé comme ça à des Français sur le territoire hexagonal, sur le territoire continental? S'est-il déjà adressé comme ça à des Français? Mais c'est le choix des Mahorais d'être des Français. Peut-être que ce n'est pas le choix de la France, que les Mayotte soient françaises. Eux, ils voulaient juste les terres ou l'endroit pour avoir leur présence dans le Pacifique et peut-être pas les habitants. Et ça, ce n'est pas moi qui déduis ça. C'est ce que vous comprenez de la parole du président. Et donc maintenant, on va finir par regarder toute la séquence avant de passer à LCI. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Et donc, on ne peut pas... Il a dit, il n'y a pas un endroit dans l'océan Indien ou je ne sais plus dans quel océan il parle là, où on aide autant les gens. Donc c'est une faveur qu'il accorde à Mayotte. Ce n'est pas le devoir de la France de venir en secours à des Français sur le territoire français, non. Les autres endroits qui sont là-bas, comme on n'aide pas les gens, et bien là, vous devez vous sentir privilégié que la France vous aide. C'est comme si la France intervenait ou donnait son aide à un territoire autre que la France. Vouloir être un département français et dire que ça ne marche pas dès que la France est en solidarité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors il faut que tout le monde se respecte. Mais bon sang, on tiendra jusqu'au bout si on est une équipe. Et donc vous avez un choix simple. Vous êtes une équipe, vous vous divisez. Il veut que les gens soient une équipe, mais une fois de plus encore, on voit ici l'incapacité d'Emmanuel Macron à être tout ce que ces gens ont présenté aux Français. Soi-disant, c'était les génies, c'était le maestro, c'était Jupiter, c'était je ne sais pas qui pour la France. Mais vous voyez bien ici, en situation de crise, il n'est même pas capable de trouver les bons mots pour réconcilier les territoires continentaux et les territoires d'outre-mer. Et de faire sentir à ces gens qui sont sur le territoire français, qui sont des Français, qu'ils sont soutenus par leur pays. Il les traite comme si le fait que la France continentale vienne en aide à la France d'outre-mer était une faveur qui leur était accordée. Et la preuve de cela, vous avez tous les départements d'outre-mer français qui sont dans un état calamiteux. Je ne vous parle pas de la vie chère, je ne vous parle pas des référendums bidonnés en Kanak, et tout ça. Quand vous voyez tout ça, quand vous voyez concrètement dans quel état sont ces territoires, alors que soi-disant c'est la France, et dans quel état les populations françaises qui sont là-bas vivent, est-ce que l'attaque que fait Maria Zakharova sur les possessions françaises en outre-mer sont fausses? Maintenant, revenons à LCI.
Quelle est la stratégie? Pourquoi s'attaquer, Elisabeth Shepard-Selam, à Mayotte? Alors, ça paraît tout à coup, on s'attendait à, disons, une contre-attaque sur le terrain de l'Europe, classique, d'une manière ou d'une autre. Ils attaquent par l'océan Indien. Par l'océan Indien, bon, ils ont tendance, mais pas qu'ici, pour attaquer par les points faibles. On sait qu'il y a déjà eu d'ailleurs de l'ingérence par d'autres pays dans cette question de Mayotte. Je pense qu'ils sentent une faiblesse, et comme d'autres mouvements sociaux, comme des élections, ils essaient d'appuyer où ils pensent qu'ils peuvent nous diviser. Et c'est leur objectif aujourd'hui. Et est-ce que ça annonce une série... Voilà, où ils pensent qu'ils peuvent nous diviser. C'est vrai que quand on a entendu les paroles d'Emmanuel Macron lors de la crise de Mayotte, c'est sûr qu'il y a besoin de quelqu'un pour diviser les gens. D'action. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait en Afrique, ce qu'ils font toujours en Afrique, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un peu partout, ils vont tenter des coups. Mais de toute façon, la Russie a déstabilisé la France en Afrique bien avant l'invasion de l'Ukraine. C'est-à-dire que ça a fait partie de la stratégie. Et hélas, la France a mis très longtemps à comprendre ce qui était en train de se passer, et en particulier la puissance de déstabilisation par les réseaux sociaux dans des pays africains où les gens n'ont pas les moyens de lire la presse et s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est condescendant. Ça aussi, c'est condescendant. Parce que dans les pays d'Afrique, les gens s'informent essentiellement par la télé et non par les réseaux sociaux. Et si la France n'a pas compris ce qui est arrivé, ce n'est pas avec des analyses bidons comme ça qu'on le comprendra. La France n'a pas compris ce qui lui est arrivé parce qu'elle était dans l'arrogance de croire que ces territoires lui appartenaient et qu'elle n'avait aucun effort à faire. Je vous renvoie ici vers le discours d'Emmanuel Macron la dernière fois, pas en 2024, mais je crois en 2023, quand il parlait devant tous les diplomates en leur disant que la manière dont on se comportait avant, c'est fini. On n'est plus en terrain conquis. Maintenant, c'est fini les trucs de « ils ont besoin de quelque chose, nous allons leur vendre ce qu'on veut ». Ça, c'est fini. Maintenant, il faut les traiter bien. C'est Emmanuel Macron lui-même qui reconnaissait que ces gens-là méprisaient les Africains, qu'ils traitaient l'Afrique comme un territoire conquis, qu'ils s'en foutaient des besoins des Africains. Ce qui était important, c'était qu'ils viennent écouler leurs déchets, leurs trucs en Afrique. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place, parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. Aussi, notre rôle n'est pas d'imposer nos valeurs ou de les proclamer, mais de contribuer à ce que des réseaux d'intellectuels et d'acteurs civiques la fassent vivre en s'inspirant des pratiques démocratiques de leur société. Quand le président de la République va dans un pays où reçoit un dirigeant et qu'il a un N-10 à côté de lui face à un président africain, personne ne peut considérer que c'est une marque de respect. Et donc là, il faut qu'on ait un réveil collectif sur ce terrain-là, parce que d'autres pays qui étaient moins présents que nous il y a quelques années, qui ne sont pas mieux armés que nous, sont en train de prendre des positions simplement parce qu'ils prennent les pays africains au sérieux. Voilà pourquoi ils n'ont pas vu la transition de l'Afrique sous domination française à l'Afrique où l'hégémonie française est remise en question. Elle n'a pas été remise en question par les Africains, elle a été remise en question par les autres puissances qui ont grandi. Et les autres puissances qui ont grandi en venant en Afrique, ils ont montré aux Africains que la France leur avait exploité toutes ces années sans rien faire. Et je donne toujours cet exemple. Regardez le Mali, mais le pire, regardez le Niger. Le Niger qui a contribué à faire d'Areva et de la France l'une des premières puissances nucléaires. Et pourtant, le Niger, où l'essentiel de cette puissance trouvait sa source, n'a pas de centrale nucléaire et était obligé d'importer de l'électricité de son voisin, le Nigeria. Ça, c'est la preuve. Si vous en vouliez une, que la France ne pouvait pas voir ce qui lui arrivait parce que la France n'a jamais pris en question le bien-être, le développement de ces territoires. Tout ce qui l'intéressait, c'était de piller. Alors, comment veux-tu penser que ce territoire que tu as toujours piétiné, un jour, allait se retourner contre toi? Étant donné qu'ils n'avaient même pas de cailloux pour se battre avec toi. Voilà pourquoi ces gens-là ont perdu l'Afrique. Ils n'ont pas perdu l'Afrique parce que soi-disant la Russie a fait je ne sais pas quoi. Ils ont perdu l'Afrique dès qu'on a montré aux Africains que la France ne foutait rien.
la France ne foutait rien à part se gaver en Afrique. Et maintenant, grâce à l'opposition, non pas africaine, mais occidentale, qui est venue s'opposer à la France, les Africains se rendent compte que maintenant, ils ont le choix. Et que c'est plus eux qui deviennent décideurs de ce qui va se passer chez eux que la France ou les autres personnes qui sont là. Et bien sûr, on va choisir, ou ils vont choisir, les meilleurs deals pour eux. C'est que, malheureusement, Tshisekedi n'est toujours pas capable de faire, puisqu'il a été mis là, on ne sait par le concours de qui, et forcément, nous sommes tous en train de nous poser la question, qu'est-ce qu'il attend pour signer des vrais partenariats et reprendre la souveraineté de son pays, étant donné que les M23 continuent leur avancée que eux-mêmes ils qualifient d'inexorables. Donc ça a été extrêmement néfaste et évidemment que la situation de Mayotte implique que c'est un point faible pour la France. Et c'est pour ça que la question pour nous aujourd'hui, c'est que ce genre de déstabilisation, c'est par là que la Russie va attaquer. Donc il faut travailler la cohésion nationale. La cohésion nationale, ça ne veut pas dire de faire taire tout le monde en expliquant en faisant peur et en expliquant que tous ceux qui pensent différemment doivent se taire. Voilà. Et là encore, bon, elle se trompait sur pourquoi la France est tombée en Afrique ou la France est en disgrâce en Afrique. Mais là, elle dit bien les conséquences de pourquoi la France est tombée en disgrâce. C'est que quand vous voulez partager un point de vue différent, un point de vue qui remet la manière dont les choses sont faites, on vous écrase, on vous marginalise, on vous met de côté. Et ça, c'est la méthode qu'on trouve en France. Ça, c'est la méthode qu'on trouve dans les villes françaises. Pour ceux qui n'ont jamais eu affaire à des villes françaises, allez-y dans les villes, pas dans les villes de pauvres comme le 93 ou des choses comme ça, non. Allez-y, sortez des villes pauvres, allez-y dans les villes structurées. Et le pire de ça, c'est quand vous allez dans les villes du 92. Dans les villes du 92, quand vous allez à la mairie poser un problème, on vous dit ne faites pas le malin, ne faites pas de scandale, ne parlez pas je ne sais pas comment, demandez comme si vous étiez redevable, comme si on peut vous rendre un service. Ne demandez pas comme si c'était un droit. Et ne remettez pas en cause la politique, les idées ou quoi que ce soit. Sinon, votre dossier ne bougera plus. Et bien, c'est ça jusqu'à la tête de la France. Et c'est exactement ce qu'elle dit ici. On ne peut pas remettre la cohésion nationale en écrasant toute personne qui remettra en cause ou qui donnerait une opinion différente. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Et voilà pourquoi ils n'ont pas vu comment ils sont tombés. Parce qu'à chaque fois qu'on voulait leur prévenir, on voulait leur dire que les choses vont dans une autre direction ou qu'il y a des choses qui émergent, ils ne veulent jamais écouter ces gens-là de l'establishment parisien, puisque tout est centralisé dans Paris. Tant qu'eux, ils continuent à manger leur croissant et à vivre bien, ils ne voulaient pas écouter ce qui se passait. Et aujourd'hui, on voit ce qui est en train de devenir la France. Ça veut dire restaurer une confiance entre les citoyens et le gouvernement et l'État et faire en sorte que toutes les fragilités que nous pouvons avoir et qui sont intrinsèques parce qu'il y a des problèmes non réglés. Mayotte, c'est un problème migratoire absolument tragique. Ok. Et ici, encore une chose. Restaurer la confiance entre les citoyens, le gouvernement et je ne sais pas quel truc, les politiques. Il n'y a presque aucun membre de la classe populaire ou de la majorité de Français qui sont et dans le gouvernement et dans le Parlement. Donc la classe politique et la classe dirigeante française sont comme aux États-Unis. Et encore, aux États-Unis, ils ont de la chance puisque ces gens-là ont quand même des bases dans leurs États. Les 50 sénateurs viennent de leurs États et la plupart du temps sont bien implantés dans leurs États. On les connaît souvent depuis qu'ils sont petits ou à cause de choses qu'ils ont fait dans leurs États. En France, ça n'a rien à voir. Tous ces gens-là, eux se connaissent entre eux, mais ne connaissent pas les Français. Et si vous voyez bien, les derniers qui étaient très implantés en France, c'était Chirac, c'était Mitterrand, c'était des gens qui étaient de leur région. Depuis Sarkozy, et encore un tout petit peu Hollande, depuis Sarkozy, vous connaissez combien de présidents français qui connaissent bien leur terroir, ou qui vont dans leur terroir, ou qui font des choses comme ça? Ils sont tous des Parisiens. Ils sont déconnectés du monde.
Moi, je peux vous en parler parce que je le sais. J'ai fait l'expérience. J'ai passé tout décembre à Neuilly, la ville de Sarkozy. Bon, c'est plus la sienne maintenant, mais c'est là où il habite. J'ai voulu vivre de moi-même. Comment vont ces gens-là? Pour mettre en opposition ce que j'ai connu une grande partie de ma vie en grandissant, parce que j'ai grandi dans le 93, et après ça, j'ai étudié dans le 92 à l'université de Nanterre, et j'ai vécu après, avant de commencer à faire des va-et-vient, j'ai vécu à la Garenne-Colombe, et là, pendant le mois de décembre, nous avons passé les vacances de décembre, moi et ma famille, à Neuilly-sur-Seine. Et je peux vous dire que la manière dont ces gens-là vivent à Neuilly-sur-Seine, c'est totalement déconnecté du reste de la France. Ces gens-là ont réponse à tous leurs besoins sans avoir à quitter leur ville, ou en tout cas à s'éloigner de leur ville. Et ils n'ont pas les mêmes préoccupations que le reste de la population. Et donc ils ne connaissent rien de ce que vous pensez, de ce qui vous fait du tort, de ce qui vous fait du mal. Ils ne connaissent rien de vos problèmes. Donc comment pourront-ils régler vos problèmes en ne sachant pas c'est quoi vos problèmes? Et comment pourront-ils établir une connexion entre vous, la population française, et ces gens-là? C'est ce que je dis. Beaucoup de gens qui sont des journalistes, eux, peut-être le perçoivent, mais n'auront pas le même vécu que moi parce que la plupart d'entre eux ne viennent pas de là où moi je viens. La plupart d'entre eux grandissent dans ça, parlent de ces préoccupations, mais ne le vivent pas. La plupart d'entre eux ne savent pas c'est quoi vivre au RSA. La plupart d'entre eux ne savent pas c'est quoi être au chômage. La plupart d'entre eux ne savent pas c'est quoi déposer 100, 200, 300 CV pendant 6 mois et ne pas avoir de réponse. La plupart d'entre eux ne le savent pas. Et donc, comment pourront-ils établir une connexion avec vous? Donc, une insécurité. Tant que tout cela existera, il y aura une prise. Quelle est la nature exacte du danger? Disons les choses. Il y a une partie des Français qui disent toujours, on exagère en réalité. On dit, il y a l'histoire des punaises de lit, il y a eu quelques cyberattaques, mais enfin, il y a eu les réseaux sociaux où les trolls russes sont actifs, mais c'est pas encore une guerre. Qu'est-ce que vous répondez à ces sceptiques-là? J'entends Mme Polanyi dire. Franchement, déjà, moi, cette histoire de punaises de lit, ça me dépasse. Il a fallu que les punaises de lit arrivent à Paris pour que ça devienne un problème. Moi, je veux vous l'apprendre aujourd'hui. Cette histoire de punaises de lit, dans le 93, ça avait commencé l'année où mon second enfant est né. Je me souviens, on était chez ma mère, on était venu pour que mon enfant naisse et on avait séjourné chez ma mère dans le 93 en ce moment-là. C'était en 2006. Il y avait des punaises de lit chez ma mère. Et vous ne savez même pas le nombre de choses que j'ai dû faire toutes les semaines pour limiter la propagation de ces punaises de lit. Et au début, j'en voulais même à ma mère en me disant que probablement qu'il y avait un problème d'insalubrité dans la maison qui avait fait qu'ils avaient eu des punaises de lit. Mais au fur et à mesure que je séjournais, j'ai appris que voilà, un autre quartier là-bas, il y avait des problèmes de punaises de lit. Un autre quartier là-bas, il y avait des punaises de lit. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que dans plein de maisons, dans différents endroits de la ville, on trouvait des punaises de lit. Et c'est là que j'ai compris que ce problème était plus grave. Et quelques années plus tard, on retrouve ce problème de punaises de lit qui est partout, mais c'est normal, puisque ces punaises-là, ça s'accroche partout. Vous ne savez même pas le nombre de fois où il a fallu laver les vêtements, repasser les vêtements pour éviter la propagation de ces saletés. Et quand ça arrive à Paris, ça devient, c'est les Russes. Quand les Russes ils sont venus dans le 93 à planter des punaises de lit, en 2006, pour que vous en parliez presque 10 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, ou je ne sais pas combien d'années plus tard. C'est des gags. Hey, c'est incroyable les choses qui se racontent à Paris. Tout pour eux est une menace russe. Tout pour eux est une menace russe. C'est pas en interdisant aux gens de penser et de dire ce qu'ils veulent qu'on va régler l'unité nationale. Ça, c'est la Russie que vous décrivez. Et c'est malheureusement l'Amérique qui est en train de devenir ça aussi. En France, et vous le prouvez tous les jours, on peut dire ce qu'on veut, tant mieux. Ça c'est le mec typique de pourquoi la France ne marche pas. Eux, ils pensent toujours, ils veulent toujours continuer à faire croire aux gens que les gens sont libres de dire et de faire ce qu'ils veulent. Je rappellerai ici juste l'anecdote de la femme
française qui s'est moquée d'une fausse histoire, d'une propagande de Tsahal sur soi-disant le bébé qu'on avait mis au four le 7 octobre, qui a été poursuivi à l'initiative du ministre de l'Intérieur Darmanin, qui a été poursuivi et condamné, je crois, à un sursis. Alors que toute cette histoire est un montage et bidon, il y a zéro preuve que ça existait. Et on l'a poursuivi pour s'être moqué d'une histoire qui est fausse. Et on l'a condamné pénalement. Mais on veut faire croire aux gens que la France est libre. Je ne vous dis même pas ici. Dès que tu fais une vidéo et que tu mets le mot Gaza et Israël en même temps, comment la vidéo elle est démonétisée et comment la vidéo ne sera pas diffusée. Ça continue. Sans parler encore de toutes les autres choses qu'ils ont fait pendant le Covid, pendant toutes ces choses-là. Ou même comment, quand tu es en France, que tu parles, que tu as une position différente de l'establishment, et surtout si tu fais partie du monde, du business, et que ton business dépend de tes relations dans Paris, comment tu ne peux pas te permettre de parler? Et donc, ils font croire ici aux gens que les gens, ils ont la libre parole. C'est normal. Quand tu ne représentes rien, personne ne t'écoute, tu n'as pas de portée nationale. Tu peux l'ouvrir autant que tu veux, ça dérange qui? Mais dès que tu as une portée nationale et qu'on peut t'écouter, tu as de l'influence, parle et tu verras. Parle et tu verras. Surtout si tu dépends du show business. Parle et tu verras. Le Brexit, ça a été... La dernière personne qui a subi ça, c'est Jean-Michel Apathy. J'ai une séquence de Jean-Michel Apathy que si je vous montre où il dit pourquoi il a dit ça, vous vous direz mais ce type ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Mais il a dit quelque chose, il a dit une vérité qui n'a pas plu à l'establishment français, alors qu'il ne ment pas, hein. Il dit la vérité, et bien on l'a ostracisé. Mais ce député, EPR, je ne sais même pas c'est quel parti, vous fait croire qu'en France il y a la liberté de parole. Et voilà pourquoi la France se meurt. C'était montré que l'impact des réseaux sociaux, probablement en provenance de Russie, a eu un impact significatif. C'était il y a 10 ans sur le référendum. L'Afrique, vous en avez parlé. La Roumanie, mais c'est dans un pays démocratique, on annule une élection présidentielle. Les Anglais sont adultes. Les Anglais sont adultes, ils n'ont pas besoin d'aller. Franchement. Maintenant, le Brexit, voulu par Boris Johnson, l'homme qui est parti faire annuler le traité de paix de Kiev, c'est devenu le problème des Russes. Quand je vous dis que tous ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent, ils viennent tous du même moule. Et voilà pourquoi la France est en train de sombrer, parce que ils sont entre eux, ils sont en consanguinité, ils ne font que répéter les choses qu'on leur a bourré le crâne depuis. Et c'est pour cela que la France n'a plus de vision. Comme si la France elle-même ne fait pas de la propagande. Comme si la France, avec son France 24 et tout ça, qu'on voit tous les jours ici, ne fait pas de la propagande. Et comme si on ne voit pas sur les télés françaises la propagande du gouvernement. Mais quand ça leur échappe et que d'autres personnes disent autre chose, ah non, là forcément, c'est la faute des Russes. Comme si tous les autres Français qui ne sont pas d'accord et qui donnent leur opinion sur les réseaux sociaux, se font appeler par Poutine. Allez voir sur Facebook pour savoir s'ils veulent quitter ou non l'Union européenne. Vous pensez vraiment qu'ils ont dû aller regarder? Ils sont peut-être adultes, mais là vous êtes un peu naïf. Enfin, vous vous souvenez d'Oxford Analytica, le scandale de Facebook, qui a reconnu que les données qui avaient été vendues avaient été utiles dans une logique de campagne électorale sur un référendum. Tout le monde le fait. Vous savez très bien, les obamistes, par exemple, aux États-Unis, ils ont eu aussi leur système de collecte des données pour... Darius Rochba, il a décidé de la lui faire à l'envers. Il n'est pas d'accord du tout. Il balance. Il balance. Et c'est vrai. Ce qu'ils reprochent à la Russie, ils le font eux-mêmes en mieux tous les jours. C'est ce qui a été fait même dans les dernières élections législatives françaises. Le RN a essentiellement fait sa campagne sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Et après, les médias mainstream ont relayé comme quoi ils avaient déjà gagné d'avance.
pour pousser les gens qui étaient contre le RN à ne pas bouger ou à ne pas voter, parce que c'était la seule condition pour que le RN gagne. Et quand le RN n'a pas gagné, c'est devenu un problème. Mais, comme c'était au profit du RN, et qu'eux-mêmes voulaient que le RN gagne, ils ont dit non, il n'y a pas d'ingérence russe. Mais maintenant, pour les autres, ah oui, non, là, il y a ingérence russe, là. Pour faire campagne dans des sens opposés. C'est normal. Non, mais Roland Lescure, c'est pas tout à fait la même chose. Quand même, la Front Analytica a été condamnée. Et les élections, juste si je peux, et les élections roumaines, elles ont été annulées. Des élections présidentielles. Parce qu'on avait montré que les Russes avaient utilisé TikTok pour biaiser. Mais regardez avec quel culot ce monsieur ment. Regardez avec quel culot ce monsieur ment. On n'a pas montré, il n'y a pas de démonstration faite de l'impact de l'influence russe sur ces élections. Ce n'est pas démontré. Ce qu'on a démontré, c'est qu'il y a eu une campagne TikTok pour le monsieur. Mais, comme on dit, c'est pas parce que tu vois la pub d'un monsieur que tu vas voter pour lui. Dans ce cas-là, si on conçoit ça, on doit alors dire que la première élection de Macron, ça a été truqué. Puisque la première élection de Macron s'accompagne d'une déstabilisation de la campagne de François Fillon pour des infractions pénales qui ont fini par être laissées tomber et par une surmédiatisation d'Emmanuel Macron qui faisait toutes les couvertures de toute la presse. Eux-mêmes, ils le savent. Macron, il a eu une couverture de la presse plus importante que tous les autres candidats. Donc, c'est que Macron, il a bénéficié dans la presse. On l'a appelé comment? C'est incroyable. Et les résultats, et les Roumains sont aussi adultes que les Britanniques. Oui, mais justement, on va avoir un léger problème si la réaction, c'est de considérer que tout vote déplaisant émane d'une manipulation russe et que du coup, on annule. Parce que moi, j'ai envie de vous demander, à partir de quel degré on décide d'annuler un processus démocratique? Est-ce que vous remettez en cause l'annulation? Alors, l'une après l'autre, pas en même temps. Non, mais regardez comment le monsieur, il est fou. Et ça, c'est un député français. Et ça, c'est un député qui a été élevé avec les valeurs de la démocratie. Lui, ça ne le pose même pas problème qu'on a annulé les élections. C'est pas ça le problème qu'on a annulé les élections. Lui, ce qui lui pose problème, c'est qu'on remette en cause l'idée qu'on a fait annuler les élections. C'est de la folie. Et ça se dit député. Et ça pense pour les Français. Donc, il me semble que c'est à travers le processus, c'est un renforcement, une reconquête démocratique qui peut faire que nous allons nous en sortir. Ce n'est pas en expliquant que tous les votes qui nous déplaisent émanent de manipulation. Roland Lescure. On a perdu suffisamment d'élections ces dernières années sans s'en plaindre pour savoir ce que c'est qu'une défaite électorale. Et j'ai aujourd'hui quelques électeurs aux États-Unis qui sont pas très contents des résultats des élections américaines. Donc je pense perdre une élection. Et j'en perdrai sans doute d'autres. Mais est-ce que j'entends là que vous remettez en cause l'annulation de l'élection roumaine sous prétexte que le résultat n'aurait pas plu à qui ou ça? Est-ce que c'est ça que vous dites, Madame Polloni? Mais il est fou. Il est fou. Il lui pose la question de si elle remet en cause donc pas le fait qu'on ait annulé les élections. Non, ça c'est de l'acquis. Non, mais le fait qu'on conteste l'annulation, c'est ça qui l'embête. Il est fou. Incroyable. Parce que si c'est ça, alors là, je ne sais pas qui est le plus démocrate des deux. Ce que je dis, c'est que si la seule réponse que nous avons face aux problèmes de déstabilisation qui vont se multiplier, c'est d'annuler des processus électoraux, je pense que nous n'allons pas régler véritablement... J'ai dit que les influences russes documentées, y compris par la justice, y compris par la Cour suprême roumaine, ont montré qu'aujourd'hui, et je pense que là-dessus on est tous d'accord d'ailleurs, la Russie est extrêmement forte dans une cyberguerre qui a déjà commencé. Non mais attendez. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Le processus démocratique se fait en prenant son bulletin de vote et en allant voter. Et lui, il dit que le fait que la Russie participe, déjà les preuves sont bancales, parce qu'il n'y a pas de preuves concrètes qui montrent l'ingérence russe. Ce qu'on montre, c'est qu'il y a eu
une diffusion massive de vidéos TikTok pour le candidat roumain dont on a refusé les résultats aux élections. Mais le fait qu'on diffuse massivement quelqu'un sur TikTok, est-ce que cela, tout d'un coup, annule le fait que cette personne part en libre et conscience choisir son bulletin de vote, cocher et mettre dans le bulletin? Est-ce que vous vous rendez compte de l'état psychologique de où en sont ces gens-là? Donc ces gens-là, c'est eux qui vont décider si une personne est digne d'être votée ou pas. Mais quand on dit ça sur les élections françaises, depuis une décennie, que les candidats qui ont la faveur de médias, on leur laisse passer dans les meilleurs moments pour être diffusés au maximum de personnes et donc pour maximiser leur chance d'être élus, ça, c'était pas un problème. Quand on diffusait les Mélenchon, les Asselineau à minuit ou à 23h quand tous les gens dorment, alors que Macron, Sarkozy, Hollande, on les diffusait de 18h à 21h aux heures de prime time et que cela avait un impact, ça, c'était pas un problème. Mais maintenant que sur TikTok, il y a certaines personnes qui sont plus diffusées sur TikTok, là, par contre, ça devient un problème. Non, c'est incroyable. Expliquez ce qui a changé, qu'on comprenne bien, pardon, Roland Lescure. Qu'est-ce qui a changé? Rappelons pendant la guerre froide, le Parti communiste français qui recevait directement l'argent de Moscou, qui soutenait une puissance qui avait leurs missiles dardés sur nous, c'était un pouvoir plus important. Mon père était journaliste, qui était l'organe central du Parti communiste. Votre père était à l'Humanité, voilà, donc il connaissait ça. Je connais un peu cette culture. Donc, pardon, qu'est-ce qui a changé? Au fond, est-ce que là, les démocraties ne sont pas tombées pour autant? Il y a même eu des ministres communistes au gouvernement. Donc, on va voir, la France s'est pas écroulée, grâce à Dieu. Pourquoi aujourd'hui ce serait plus dangereux? Mais aujourd'hui, il y a un pays démocratique qui a été envahi par un autre et des élections présidentielles qui ont été annulées, pas pour vice de forme, mais pour propagande. Il sait même pas, sait même pas comment appeler ça. Ah, c'est grave ces gens. Qu'est-ce qu'ils sont? Millions de messages qui ont inondé et qui ont influencé le résultat de l'élection. On réagit, d'ailleurs, les démocraties peuvent réagir. On soutient l'Ukraine contre la Russie et on annule l'élection roumaine et elle est relancée. Donc on peut réagir. Mais là où c'est vrai, c'est qu'on a... On n'a pas fait qu'annuler l'élection roumaine. On a écarté celui qui était favori. Parce que même s'ils avaient fait annuler ça, le monsieur avait une telle cote de popularité qu'il était toujours favori pour gagner encore l'élection. Ils l'ont écarté. Ils ont écarté sa candidature des élections. Et ça, il ne le dit pas. Changé de dimension par rapport à l'époque à laquelle vous faites référence, et on a changé de canot. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait la Pravda, l'Humanité, le Figaro, Libération, ça allait. Là, vous l'avez dit, les jeunes s'informent. Ça va attendu. À l'époque, il y avait les journaux officiels contrôlés par eux. C'était pas un problème. Ces journaux-là pouvaient mentir. C'était pas un problème. Ces journaux-là pouvaient choisir qui ils allaient mettre en avant. C'était pas un problème. Maintenant, il y a TikTok. Et comme c'est sur TikTok, ils n'ont pas le contrôle et que les jeunes sont libres de regarder ce qu'ils veulent, écoutez ce qu'il dit. De manière extrêmement disséminée. Et pas mal d'intellectuels qui trouvaient que c'était génial l'Union soviétique ou Mao Tse-tung. Mais bien sûr, mais tout ça se faisait dans un débat. Pendant la guerre froide, il y avait en effet le Parti communiste et puis il y avait la CIA qui se vantait d'avoir un représentant dans chaque rédaction des grands journaux européens. C'est-à-dire que les manipulations, et vous l'avez dit, elles viennent de partout, l'instrumentalisation, elle vient de partout. C'est pour ça que l'enjeu, c'est de défendre une véritable souveraineté, c'est-à-dire une véritable indépendance avec les outils de l'indépendance. J'y insiste parce que ça veut dire que l'Union européenne, pendant des années, a trouvé qu'être une colonie numérique des États-Unis, ça n'était pas grave. Évidemment que c'est grave. Le fait que nous ne puissions pas avoir des réseaux sociaux que nous maîtrisions est une faiblesse tragique. De même, l'Union vous n'avez pas de réseaux sociaux parce que vous êtes les laquais des Américains. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et parce que l'initiative privée dans les pays européens est difficilement au niveau de celui des Américains. Vous êtes obsédés par l'idée de contrôler des choses qui ne sont pas à vous. Dès qu'il y a quelque chose qui menace votre façon de faire, votre façon de penser, la première chose à laquelle vous pensez, c'est de le limiter. Comme Emmanuel Macron vient déjà de le montrer, il a fait un congrès sur la
régulation de l'intelligence artificielle. L'Europe n'a pas un seul champion L'Europe n'a pas un seul champion de l'intelligence artificielle, mais ils sont contents d'avoir déjà pris les moyens de réguler l'intelligence artificielle. Puisque ça leur a échappé avec les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, ils sont en retard, au moins pour sur l'IA, ils sont contents. Et selon eux, ils pensent d'être en avance en pensant déjà à réguler l'intelligence artificielle. En tout cas, cette vidéo a été longue. Je pense que là, on a fini. Il n'y a pas grand-chose qui reste. Il reste 15 secondes. Je ne vois pas comment dire de plus. Peut-être que ça fera l'objet de 2 vidéos ou non. Donc, on verra. En tout cas, peace out à vous.